Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu mon bon ami Louis Gagné. Louis et moi, on se connaît depuis bien longtemps. On a gradué en kinésiologie dans la même cohorte, fait qu'on a gradué en même temps et on a créé plein de petits projets ensemble. J'assistais Louis dans le temps qu'il y avait son gym, le Myoforma à Jonquière. On a toujours échangé puis eu des belles discussions sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation. Louis, c'est quelqu'un qui est extrêmement connaissant. Sérieusement, c'est un des gars que je connais qui est le plus bright, il a vraiment une panoplie de connaissances. Puis à toutes les fois que je parle avec Louis, j'en apprends. Puis c'est toujours des belles discussions. Puis Louis était coach, fait qu'avant, il faisait beaucoup de suivi un peu comme moi, entraînement, nutrition, suivi des saines habitudes de vie. Puis après ça, quand il a eu son gym, ben là, il a eu son gym un petit peu. Ça a fermé dû à plein de raisons qu'il explique dans le podcast. Et après ça, il s'est vraiment dirigé plus vers la thérapie. Puis actuellement, il est en train de suivre son parcours en ostéopathie. Donc, Louis fait beaucoup de traitements, beaucoup de suivi de blessures, de post-opération et tout ça. Puis c'est vraiment quelqu'un que je réfère tout le temps pour les gens qui sont blessés, que je ne suis pas capable de régler leurs problèmes avec les exercices de musculation ou de mobilité. Souvent, je réfère à Louis, puis avec son coffre d'outils qui est tellement diversifié, il aide pas mal tous les gens que je lui envoie. Fait que dans la discussion, dans le podcast de cette semaine, on parle de son parcours, vraiment comment est-ce qu'il voit la thérapie, quelle technique il utilise aussi pour aider les gens avec leurs blessures. Alors, si tu as une blessure ou si tu as certaines limitations, certaines pertes de mobilité, d'amplitude de mouvement, je te conseille d'écouter ce podcast-là. Ça va certainement t'aider. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Louis. Salut Alex, ça va? Ça va toi? Yes. Finalement, ta présence sur le podcast, ça fait aujourd'hui. Ouais, ça a pris un petit bout avant de se pogner. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, nous autres, lui, on se connaît pas mal, là. Je pense qu'on se côtoie depuis plusieurs années, mais peut-être expliquer un peu ton parcours aux gens qui ne te connaissent pas. Je sais que tu as un parcours assez intéressant, fait que je te laisse aller là-dessus. Oui, moi, dans le fond, ce qui m'a amené dans le domaine de l'entraînement, c'est j'étais dans l'armée. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner dans les gyms, dans le fond, pour me garder en forme pour l'armée. Puis après ça, j'ai fait un certain temps dans l'armée. Puis après ça, j'étais comme un peu tanné, tout ça. Puis là, j'ai dit, bon, je vais me réorienter. Je voulais rester dans la région avec ma blonde. J'avais ma maison, tout ça. J'étais installé. Ma famille est dans la région. Ça me tentait plus ou moins de quitter. Fait que là, je me cherchais un peu, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Je suis allé voir des orienteurs, tout. Là, ils me disaient, massothérapie, kinésiologie, c'était tous des profils qui correspondaient à mon profil selon les tests qu'on avait faits, puis tout ça. Ouais. Dans le fond, d'aider les gens, puis d'accompagner les gens. Moi, j'avais un passé aussi en multimédia, fait que c'est pour ça que dans l'armée, je suis allé comme photographe, dans le fond. Okay. Puis, c'est ça. Fait que là, en 2012, je suis sorti des Forces armées canadiennes. Puis là, je me cherchais sur une nouvelle carrière. Puis, j'ai dit, je vais retourner à l'école, tout ça. Puis, c'est ça, selon ce que j'avais fait avec l'orienteur, puis aussi que j'avais une passion pour l'entraînement à ce moment-là, ben, j'ai dit, je vais aller en kinésiologie. Tu sais, le bac qui s'offre à Chicoutimi. Puis, j'avais regardé aussi physiothérapie. Mais là, je n'avais pas les prérequis au niveau sciences pures. J'avais fait mes sciences pures, mais il me manquait quelques cours là. Puis là, le gars, il dit, ça fait trop longtemps que tu as fini, il faut que tu retournes au cégep, faire ton cégep. Là, j'étais là comme, Fait que finalement, j'étais allé en kinésiologie. Puis j'avais déjà commencé à me former avec Charles Poliquin, pour ceux qui le connaissent, dans le fond, avant de commencer mon bac en kinésiologie. Puis tout au long du bac que j'ai fait avec Alex, dans le fond, j'ai fait des formations tout au long du bac, beaucoup avec Poliquin. C'était lui mon mentor, si on veut, au niveau de l'entraînement à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mon cours en kinésiologie. 2015, j'ai gradué. À ce moment-là, j'avais aidé quelqu'un à ouvrir un gym. Je travaillais là. Puis finalement, pendant le bac, puis après le bac, j'ai décidé que j'allais ouvrir mon propre gym. Fait que c'est là que j'ai ouvert le Centre Myoforma à Jonquière. C'était un concept d'entraînement privé, d'accompagnement vraiment au niveau des habitudes de vie, perte de poids, tout ça. Puis il n'y avait pas d'entraînement libre. Chaque personne qui rentrait était évaluée
au niveau musculo-squelettique, conditions physiques, alimentation. Puis de là, on avait un plan. Puis on changeait à chaque mois les plans d'entraînement. Chaque 2 semaines, on avait une rencontre au niveau des changements des habitudes de vie. Ça, j'ai eu ça pendant 2 ans, je crois. Après ça, c'était dans un immeuble à plusieurs locaux. Puis les autres locaux se plaignaient du bruit, dans le fond, même si on faisait vraiment attention tout ça. Mm-hmm. Puis mon propriétaire m'a annoncé il faudrait que tu quittes le bâtiment parce que les autres locataires se plaignent trop, tout ça. Mm. Fait que là, rendu, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que c'était quand même c'était de l'ouvrage. J'étais là comme 70-80 heures semaine. Ouais. Au début, on avait démarré, on était 2, puis je m'étais ramassé tout seul pas longtemps après. Fait que, vraiment, j'ai grindé un bout. Je me suis quand même épuisé au niveau professionnel, rendu là. Il faut t'avoir côtoyé dans ce temps-là. C'était quand même assez intense, ça. Fait que là, rendu là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve un peu les pieds à l'eau. Puis j'avais des amis qui se démarraient un gym de CrossFit. Les CrossFit, ça avait vraiment du positif, tout ça, mais moi, c'était moins ma philosophie, tout ça. Mais en tout cas, je me suis quand même lancé très première là-dedans. On a démarré, on a ouvert ça, tout rénové, la construction, tout ça. Fait que là, encore là, ça n'a pas aidé à mon niveau de fatigue qui était élevé avec le gym et tout ça. Ouais. Puis là, c'est arrivé que ma femme est tombée enceinte. Là, j'ai comme fait, wow, il faut que je me mette les pieds à terre parce que là, ça ne marche pas. Je travaillais 70-80 heures semaine, tout ça. Fait que là, puis je faisais déjà des traitements au niveau de la thérapie. Je faisais, mettons, moitié-moitié, traitement, entraînement, consultation en changement d'habitude de vie, tout ça. Parce que par Charles Poliquin, moi, j'avais connu mon deuxième mentor qui a été Mark Capetici, qui est un chiropraticien de Toronto. Dans le fond, moi, je l'ai fait venir à Montréal parce que je le connaissais par Charles. Charles m'en avait parlé. Fait que je l'ai fait venir à Montréal. J'ai fait toutes ses formations. Puis on a comme lié un peu au niveau professionnel puis amitié. On s'est écrit tout ça. Puis je l'ai fait venir quelques fois au Québec. Puis là, c'est comme là, je me suis collé à ce gars-là, que lui avait un assistant, que c'est un gars qui avait travaillé avec Charles pendant 30 ans, Clark Flynn. Ouais. Qui était qui est devenu un ami dans le fond. C'est un ancien athlète olympique. Justement, lui, il a travaillé 30 ans avec Charles. Après ça, il s'est justement même un peu le même parcours. Je suis un peu son parcours, dans le fond, que lui, il était plus au niveau de l'entraînement. Après ça, il est allé au niveau de la thérapie, justement, parce qu'il était avec Mark Scab, dans le fond. C'est lui qui traitait quand il était athlète. Mm-hmm. Ça a donné de même. On a comme croisé, puis j'étais avec un autre de mes chums, Jérôme, un gars de cette île, que lui aussi avait fait des formations Poliquin. Je l'avais connu à Toronto dans une formation. Mm-hmm. Puis rendu là, on s'était mis à faire des formations plus au niveau de la thérapie. Avant, j'étais plus genre comme entraînement. On faisait beaucoup de formations ensemble aussi, Alex. Après ça, j'ai rencontré Jérôme dans une formation de Charles, mais qui était axée sur la thérapie, qui venait comme un peu faire le lien entre l'entraînement et la thérapie. Parce que souvent, tu vas avoir, mettons justement, tu vas aller chez le physio. Fait que là, c'est de la thérapie, puis il va y avoir des petits exercices correctifs avec ça. Mais Charles, lui, c'était plus vraiment l'entraînement, puis il va aller faire le lien avec une thérapie, mais qui est plus on-spot, dans le fond, dans le gym, pour aller optimiser la performance. Fait que j'ai commencé avec ça. Je faisais ça un peu dans le gym. Ça. Le cours, c'était lequel? C'était-tu Kinetic Chain? Oui, Kinetic Chain, dans le fond. C'est d'augmenter optimiser les chaînes musculaires par certains points de pression, avec aussi des outils d'assistance pour aller travailler les tissus, tout ça, pour redonner une souplesse rapide, puis avoir un gain de mobilité ou un gain de force instantané qui va aller se refléter dans l'entraînement. Puis si tu entraînes, exemple, ton squat, puis tu descends à 90 degrés, ben tu vas augmenter ton risque de blessure dans le sens que tu vas juste être fort à cette portion de mouvement-là. Mm-hmm. Puis souvent, le monde, ils vont manquer de flexibilité. Fait que c'est ça qui vont faire qu'ils ne seront pas capables de descendre à 90 degrés. Puis si dans la vie, il arrive qu'il faut qu'il aille vite en bas de 90 degrés, soit une chute ou quelque chose qui arrive vite, ben là, ils n'ont pas la flexibilité ni la force dans cet angle de mouvement-là. Fait qu'une blessure peut se soigner. Fait que lui, dans le fond, le concept derrière ça, c'est que tu ramènes la mobilité le plus rapidement possible, puis tu vas l'entraîner tout de suite dans cette nouvelle mobilité-là. Ouais. Fait qu'au niveau du cerveau, la neuroplasticité, dans le fond, va enregistrer ce nouvel angle de mouvement-là. Fait que tu vas être capable de progresser plus rapidement vers l'objectif. Parce que lui, il disait « strange true range ». Dans le fond, c'est la force dans l'amplitude de mouvement complète. Mm-hmm. Parce que c'est beau d'être fort à un certain point, mais idéalement, à la vie, tu vas être fort dans tous tes angles de mouvement. Ouais. Fait que ça, on avait commencé avec ça. Puis là, moi, Jérôme, je ne le connaissais pas dans ce temps-là. On s'est vraiment liés d'amitié, puis on s'est mis à faire plein de formations au niveau thérapeutique ensemble. Puis c'est là que j'ai plus développé ce côté-là. Après ça, j'ai fait venir, comme je disais, SCAP à Montréal. Jérôme est venu faire la formation avec moi. Après ça, on a fait, c'est ça, toutes les formations de SCAP, on les a toutes faites dans le fond. Puis après ça, il nous a même demandé, voulez-vous être formateur pour l'outil FatPool au Québec en français? Nous autres, on était dans le genre, on descendait, il serait cool, donner des cours en français au Québec, il n'y a personne qui le donne, tout ça. Non. Puis là, on l'appelle, juste pour jaser, parce qu'on avait assisté à un cours de Clark qui était nous donné au Québec en anglais. Mm-hmm. Nous autres, on aidait pour traduire tout ça si les gens avaient besoin. Puis là, on appelle Mark après, on disait
Ah, le cours est fini, ça a bien été, tout ça. Puis là, il dit, aimeriez-vous ça le donner en français? Mais c'est drôle, nous autres, on disait, ça serait cool qu'on le donne. Puis c'est lui qui nous l'a demandé, puis ça a comme, les as se sont alignés, si on veut. Puis après ça, on a commencé à donner ce cours-là. On l'a donné 4-5 fois, je pense, depuis ce temps-là. C'est quoi concrètement le Fat Tool pour les gens qui ne connaissent pas? C'est un genre de petit couteau, hein? Ouais, ben, il y a plusieurs. Ça, c'est le mini qu'on appelle. Mm-hmm. Dans le fond, c'est un outil IASTM qui appelle Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization. Fait que c'est la mobilisation des tissus mous par l'assistance d'un instrument. Mm-hmm. Fait que principalement, les instruments dans le domaine, normalement, sont plus au niveau stainless steel, chromé, ou des gua sha, ce qui est plus la méthode ancienne chinoise. Mm-hmm. Puis le mécanisme est différent. C'est que le gua sha, lui, ça va, ou le Graston ou Sidekick Tool, qui est beaucoup connu avec Instagram puis CrossFit. Ça va être beaucoup par pression. Fait qu'on va peser sur le tissu puis on va venir écraser le tissu pour défaire les adhérences. Des fois, ça va aussi ramener un certain niveau d'inflammation qui va ramener du sang pour guérir la blessure. Mm-hmm. Puis dans le fond, lui, il était inventé un peu par hasard. C'est que SCAP, lui, il avait le Graston, qui était comme le gold standard pour les chiro. Dans le fond, l'outil de choix des chiro, c'était le Graston. Puis le Graston, c'était une grosse valise, tu avais comme 5-6 outils, puis ça coûtait comme cher. Puis là, il fallait que tu traînes ta valise tout le temps. Puis lui, SCAP, c'est un chiro qui est vraiment au niveau international. Il traite les athlètes olympiques, les athlètes au niveau de la NHL, les baseball, Blue Jays, Toronto Maple Leafs, les Braves d'Atlanta, Blackhawks. Fait que, il voyage tout en avion, il s'occupe des équipes aussi universités américaines. Je pense à LSU, tout ça au niveau de track and field. Okay. Puis lui, dans le fond, il traînait tout le temps ses outils, puis il en traînait juste un. Ouais. Parce qu'il était traîné sa valise. Fait que là, à un moment donné, je pourrais en inventer un qu'il y a différents angles, justement, de traitement. Là, c'est le petit, lui, il en a moins, mais le gros, il y a plusieurs angles. Fait que c'est genre un outil. Mais il dit, je le veux pas comme les autres, je le veux pas en stainless, dans le fond. Mm-hmm. Fait que là, il se fait faire ça par un machiniste. Puis là, il dit, fais-moi différentes couleurs, là, différents finis. Fait que là, il fait ça, il teste. Fais-moi ça un autre, fais-moi ça un autre. À un moment donné, il dit, celui-là, je l'ai raté. Je ne sais pas si on peut voir. Il y a comme une texture un peu. Fait qu'il dit, je l'ai raté, une texture. Je vais laisser quand même. Fait comme un genre de Linux un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Comme grugueux un peu. Fait qu'il dit, au lieu d'y aller par pression, vu qu'il y a une texture, je vais y aller plus en biais un peu. Ouais, en biais, puis comme en shakeant le tissu, si on veut. Ouais. Fait que là, il s'est rendu compte que c'est plus efficace. Le patient a moins de douleur parce que si on fait du Graston agressif, ça peut être très douloureux. Mm-hmm. Ça crée des bleus, dans le fond, parce que tu crées un dommage au tissu pour ramener une nouvelle circulation. Mm-hmm. Puis lui aussi, il était comme, on crée une blessure pour en guérir une. Fait il aimait moins ça. T'sais. Fait que là, il est comme, avec ça, il dit, bon, c'est doux sur le client, je retrouve une meilleure range of motion, amplitude de mouvement, meilleure fluidité de mouvement, puis une meilleure circulation sanguine, lymphatique, etc. Ouais. C'est pas que les autres outils ont plus leur place, c'est un mécanisme différent. Moi, j'utilise encore les autres outils des fois quand j'ai quelque chose que je vois que j'ai besoin d'aller plus profond, puis vraiment que c'est vraiment gommé là, puis il n'y a rien à faire, là, fait tout que ça ne marche pas. Mm-hmm. Des fois, avec les doigts, c'est trop profond, fait que je vais utiliser un outil qui est plus lisse, puis je vais aller en profondeur. C'est ça. Fait que là, dans le fond, lui, il s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux, fait qu'il l'a donné à ses collègues qui tout ça, puis tout le monde l'a testé, puis c'est vrai que c'est bon. Fait que finalement, ils ont gardé ça, puis ils ont fait breveter la texture. Fait que c'est comme ça un peu que cet outil-là est né, puis depuis ce temps-là, il est utilisé par plusieurs thérapeutes un peu à travers le monde. Là. Mark, il donne des formations en Europe, aux États-Unis, partout. Mais c'est ça. Puis, bref, ouais, vas-y. Mais le Fat Tool, là, qu'est-ce que ça fait sur le fascia musculaire? C'est que justement, le fascia, c'est l'enveloppe du muscle. Ouais. Dans le fond, le nom, c'est Fascial Abrasion Technique Tool. Fait que c'est fait pour travailler le fascia, mais c'est sûr que quand on travaille le fascia, on travaille en réalité tous les tissus mous. Ouais. C'est que le fascia, si on prend, mettons un orange, tu as la pelure d'orange qui serait la peau. Tu enlèves ta pelure d'orange. Après ça, tu as tes quartiers d'orange, puis autour, tu as ta petite pelure blanche. Ouais. La pelure blanche, ça serait le fascia, mais aussi, quand tu défais chaque quartier, il y a encore là une petite peau entre chaque quartier. Puis, si tu défais le quartier, dans le quartier, il y a chaque goutte aussi qui est entourée d'une certaine peau. Tout ça, ça serait du fascia. Okay. Le fascia, dans le fond, il est partout dans le corps. Oui, c'est l'enveloppe externe des muscles, mais il va vraiment dans le muscle, puis ça va même jusque dans les os, dans le fond. Ouais. Il y a certaines études qui disaient que la force que pouvait emmagasiner un fascia, ça pouvait aller jusqu'à briser des os. Puis, exemple, lorsqu'on court ou des choses comme ça, oui, le muscle est important pour la course, mais le fascia, il y a un effet aussi structural, il y a un effet de support, puis un effet, il y a un magazine d'énergie, un magazine
Ben, l'énergie, c'est ça. Fait qu'au niveau du rebond, il va y avoir une certaine élasticité qui va être déployée par le fascia, par les tendons, par les muscles. Mais le fascia fait partie de ces rôles-là. C'est ça. Fait que c'est vraiment partout dans le corps. Partout. On a dans la tête. Les membranes qui vont entourer le cerveau, c'est un type de fascia. Il y a des fascias profonds, des fascias superficiels. Fait que c'est ça. Fait que quand on travaille avec le fat tool, on va créer une espèce de mouvement de rafale qu'on va venir agripper le tissu puis l'entraîner avec l'outil. Envoyer bien comme ça. Fait qu'on va créer, si on veut, une espèce de cisaillement des tissus qui vont comme ça se shaker puis se relâcher. Puis ça va ramener en même temps une nouvelle dynamique des fluides, une meilleure circulation sanguine. Puis tout ça. On le sait, quand il y a une blessure, il y a une espèce d'hypoxie au niveau souvent de la blessure, du site de la blessure. Ce qui fait que c'est plus long à guérir. C'est souvent, c'est manquer de musclement, d'oxygène, etc. Fait que quand on ramène ça avec le fat tool ou autre, ou les mains, whatever, ben, il va y avoir une meilleure circulation, un meilleur apport nutritionnel au niveau des tissus qui ont besoin de récupérer. C'est un peu ça le concept. Puis ça a un effet aussi qui est un peu neuro, dans le sens que quand on travaille, les mains aussi, c'est la même chose, mais quand on travaille une partie du corps, mais ça envoie quand même un signal au cerveau qui va réveiller cette partie-là. Moi, ma mère a fait du Parkinson, puis des fois, les bras qui ont de la misère à lever, c'est pas nécessairement que c'est son muscle qui est plus capable de lever, c'est comme son cerveau qui dit on arrête là. Il y a un blocage. Des fois, c'est ça. Fait que des fois, je travaillais fat tool sur son épaule, ça allait vraiment en profondeur. C'est quand même doux comme technique. Puis, soudainement, l'épaule va relever. C'est juste que j'ai ramené un signal dans le sens de dire l'épaule est là, elle existe. J'aurais pu peut-être même taper, puis ça aurait fait probablement un peu similaire, mais moins efficace. Mais c'est ça. Fait qu'en venant solliciter la zone, le cerveau dit comme moi, il y a quelque chose là qui fonctionne, fait qu'on va l'utiliser, dans le fond. Fait que c'est un peu ça le fat tool, puis c'est doux. Moi, j'utilise vraiment que tout le monde, j'ai un petit gars de 3 ans, puis j'en faisais quand il y avait 1 an, des fois. Bon, peut-être pas 1 an, mais oui, là, mais des fois, il disait j'ai mal, quand il parlait. Puis là, je faisais un peu de fat tool, bien mais ça, puis ça il faisait bien. C'est ça, c'est vraiment doux, c'est une peau de bébé, puis ça fait. Là, puis j'ai des personnages aussi comme clients, puis je vais l'utiliser sans problème. Tandis que, mettons, je sais pas, un Graston ou quelqu'un de 85 ans, aurait peut-être une petite tendance de retenue parce que, premièrement, il ne m'aimera pas parce qu'il va avoir mal, puis deuxièmement, ça se peut que ça ne peau même pas non plus. Parce que des fois, il y a eu comme des je pense que vous aviez dit ça en formation, Jérôme puis toi, à Granby, au complexe évolution. Je pense qu'on avait fait une formation sur le fat tool là-bas, mais c'était. Je ne sais pas si c'est toi qui avais dit ça, mais c'est comme souvent avec les réseaux sociaux, on voit des gens qui ont fait des traitements puis sont vraiment maganés, ils ont des bleus partout, puis on dirait que ça flash. Là, c'est comme hey, c'est cool, j'ai eu mon traitement. Puis ça... Exact. C'est no pain, no gain. No pain, no gain, puis regardez-moi le dos. Fait que les gens vont chercher une certaine, je sais pas une certaine reconnaissance ou bref, là, mais t'es pas obligé de passer par là au final. Tu peux juste y aller avec une technique plus douce comme le fat tool, puis après ça, si tu as besoin peut-être dans un certain cas d'aller un peu plus profond puis créer des bleus, comme tu disais tantôt, why not, là, mais pour beaucoup de monde, un outil un peu plus subtil ou bien doux comme le fat tool, ça peut le faire. Oui, c'est ça. Dans le fond, au début, justement, Charles et Scap, ils se connaissaient, dans le fond, parce qu'ils ont travaillé avec des athlètes olympiques depuis les années 80 ensemble. Puis quand Scap avait développé son fat tool, Charles, lui, a vu ça, puis il dit c'est vraiment bon. Fait qu'il dit j'aimerais ça qu'on l'enseigne aux coachs, dans le fond, pour que dans le gym, ils puissent l'utiliser, puis aider les clients à regagner une certaine mobilité rapidement. Puis c'est ça, au début, c'était des coachs de Charles qui l'enseignaient, puis c'est ça, souvent, ils l'enseignaient trop rough, dans le fond, parce qu'il y avait la mentalité, justement, de gym, il faut que ça y aille, t'sais. Puis quand j'ai fait le cours avec Cap, il montrait des photos que, bon, il y a ça, il ne faut pas faire ça, justement, parce qu'il y a trop de rougeur, il y a trop de... Il est allé trop fort. Fait que, il disait, dans le temps, c'est ça, il disait, je l'ai fait enseigner par des coachs à Charles, puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le best finalement dans le temps. Il ne l'enseignait pas correctement. Fait que là, il a rectifié le tir avec ça, puis là, maintenant, c'est correct. Okay. Parfait. Si on continue avec ton parcours, oui, c'est ça. Plus scolaire, là, avec, on peut faire le lien avec l'ostéopathie, probablement. Okay. Yes, ben, c'est ça. Fait que là, dans le fond, avec Jérôme puis Clark, dans le fond, qui était mon autre mentor, si on veut, mini-mentor, on avait fait une formation en juin à Montréal. Puis moi, ça faisait comme 2-3 ans que je regardais ça, ostéo. Puis je checkais les écoles, tout ça. Puis ça faisait longtemps que ça m'intéressait. Puis l'année d'avant,
j'avais remplacé une clinique de physio, un collègue qui a fait notre bac exo, puis lui, il faisait son cours de CO, puis là, il disait, hey, viens avec moi, Louis, tu peux commencer tout de suite, même si tu seras un séminaire en retard, tout ça. J'étais comme, ah non, j'étais pas prêt. Fait que ça reste de même. Fait que là, l'été d'après, je vais faire un cours chez avec Clark puis Jérôme. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai checké ça, c'était où? Puis, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai une école, tout ça, c'est pas mal. Cette école-là qu'il faudrait aller, tout. Puis là, je disais à Jérôme, on le fait dessus, genre, on se craint dessus. Mm-hmm. Puis là, je dis soit qu'on fait ça ou bien qu'on continue à faire tout plein de formations comme Tom Meyer, neurokinétique thérapie, tout ça, puis qu'on fait toutes les formations, ou qu'on se lance en ostéo, puis on y va all-in là-dedans, puis parce que c'est quand même exigeant comme coup. Fait que là, puis là, Clark était là, mais lui, il avait comme, dans ce temps-là, il avait 50, fin cinquantaine. Puis il dit, ah, les gars, moi, j'étais plus jeune, je ferais vraiment ostéo, c'est vraiment bon, tout ça. Puis de long, selon mes recherches, je trouvais que c'était vraiment intéressant aussi. Parce que même dans l'entraînement, j'avais une approche globale dans le sens que, nutrition, sommeil, tout ça. Puis au niveau de traitement, l'ostéo, c'est un peu la thérapie qui est plus globale, si on veut, parce que on va toucher un peu tous les systèmes. Puis ça me rejoignait à ce niveau-là. Puis le fait que c'était à temps partiel aussi, parce que moi, je ne voulais pas comme arrêter de travailler puis retourner à l'école, faire d'autres choses, dans le fond. Fait que là, finalement, on a dormi là-dessus, puis un moment, on dit, hey, go, on se craint, puis on a commencé ça, puis à date, on ne le regrette pas, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez bon 2 ans? 3 ans. 3 déjà? Sur 7? Ouais. 6. OK, fait que t'es à moitié. Yes. C'est combien de fins de semaine dans l'année déjà? Dans le fond, c'est des séminaires de 5 jours à peu près. Okay. Puis on a 6 à peu près par année, plus des journées qu'on va en clinique, dans le fond, traiter des patients, superviser. Mm-hmm. Okay. Puis là, présentement, dans ta pratique, tu peux pas intégrer des techniques d'ostéopathie, je pense. On peut intégrer des techniques parce que, dans le fond, mettons, si tu fais de la masso ou quoi que ce soit, tu peux intégrer des techniques que tu apprends un peu n'importe où, mais l'ostéo, c'est ce genre de technique-là aussi, sauf que c'est plus poussé. Là. Mm-hmm. Fait que, on peut les intégrer tout de suite pour justement se faire la main, puis c'est ça qui va faire que au bout du compte, on va vraiment être un meilleur thérapeute, dans le fond. Parce que si on faisait juste l'apprendre, puis mettre ça dans notre tête ou dans nos livres, ben, c'est plus dur d'intégrer. L'important, c'est vraiment, justement, tu apprends puis tu l'appliques tout de suite. Puis c'est ça, il y a différentes personnes avec différents backgrounds qui font le cours, dépendamment des écoles. Moi, mon école, il faut vraiment être un professionnel de la santé pour pouvoir s'inscrire. Okay. C'est soit médecins, il n'y en a plus vraiment qui font le cours, mais dans le passé, il y a eu certains médecins qui ont fait le cours, physiothérapeutes, chiropraticiens, kinésiologues, des infirmières, des sages-femmes, acupuncteurs, thérapeutes du sport, toutes les professions de la santé. Mais exemple, c'est ça. Si tu es, je sais pas moi, physio, ben, tu peux intégrer tout de suite les techniques. Si tu es kinésiologue puis avec un background de masso, tu peux intégrer tes techniques. Si tu es thérapeute du sport, même chose. Mais mettons, une infirmière, elle ne peut pas vraiment, dans le fond, parce que c'est pas ça son day-to-day, elle ne traite pas du monde. C'est sûr que les autres, c'est plus dur le parcours dans le sens que c'est ça, il faut vraiment qu'ils pratiquent sur des membres de la famille, des trucs comme ça. Tandis que ceux qu'on a déjà une pratique client, ben, c'est le fun parce qu'on peut tout de suite intégrer les techniques qu'on apprend. Puis c'est le fun parce que ça aide nos clients aussi plus, dans le fond, parce que c'est nouveau aussi. Fait que si ton coffre d'outils, tu l'agrandis, ben, tu es capable d'aider plus de monde, dans le fond. Exact. Mais puis pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi l'ostéopathie concrètement, là, pas en détail pendant. Qu'est-ce que ça fait un ostéo comparativement à d'autres professionnels qui font de la thérapie ou du traitement? C'est sûr qu'il y a certaines similitudes dans le sens qu'on va travailler le système neuro-musculo-squelettique, fait que ce qui est muscle, articulation, tendons, etc., comme la masso, comme la chiropratie, comme la physiothérapie. Ce qui différencie l'ostéopathie, c'est vraiment la globalité, dans le fond, du client. Oui, en chiro aussi, ils vont avoir une globalité dans le sens qu'on travaille, exemple, la colonne pour aller avoir un effet sur d'autres choses parce que c'est le système nerveux qui est relié à la colonne vertébrale. En ostéopathie, c'est qu'on va intégrer aussi l'aspect viscéral, dans le fond, qui est au niveau de l'abdomen, des organes. Parce que ces organes-là sont innervés par la colonne vertébrale, des nerfs qui partent de la colonne vertébrale. Mais aussi, si, par exemple, une chirurgie, exemple. Je ne sais pas moi, vésicule biliaire. Fait que là, tu vas avoir une laparoscopie, ils vont enlever ta vésicule biliaire, ils vont gonfler le ventre, ils vont enlever ça, tout ça. Ça va créer certaines adhérences au niveau de l'abdomen, dans le fond. Puis on va aller travailler ça pour que les organes bougent mieux dans ton abdomen. Parce que si
comme je disais tantôt, le fascia il est partout. Puis les organes ne sont pas là puis ils ne tiennent pas tout seuls dans ton abdomen. Ouais. Il y a des ligaments. Le foie, il y a des ligaments chaque côté du foie. Il y en a un en arrière qui est attaché sur ton diaphragme. Fait que si tu as eu une opération, exemple, ou je sais pas, tu as fait une cirrhose du foie, ton foie est engorgé, puis après ça, tu as réglé ça par changement d'étude de vie, médicaments. Mais ça se peut que ton foie, vu qu'il est engorgé, il garde des séquelles au niveau du mouvement du foie et du diaphragme, exemple, parce que ton foie, s'il était engorgé, le diaphragme, lui, pousse sur ton diaphragme quand tu vas inspirer. Le diaphragme pousse sur ton foie quand tu vas inspirer. Mais exemple, si ton foie est engorgé, le diaphragme va se retenir de pousser dessus parce qu'il sait que l'organe est en souffrance, si on veut. Il y a une pathologie. Fait que ça va limiter ton mouvement du diaphragme. Fait qu'éventuellement, si tu es 4-5 ans comme ça, ben, ton mouvement respiratoire il est plus optimal. Fait que là, en ostéopathie, exemple, mettons, c'est ça. On va faire un questionnaire, puis on sait que la personne a eu ça, tout ça, tout ça. Puis quand on va évaluer, on va venir aussi tâter au niveau de l'abdomen, puis on va sentir certaines rigidités qu'on va, selon l'historique du patient, selon ce qu'on va trouver à l'examen, ben là, on sait, OK, on va aller travailler cette zone-là pour essayer de redonner une mobilité au foie, au diaphragme, pour que la fonction se fasse mieux, dans le fond. Parce qu'on respire, je pense, c'est 24 000 fois par jour. Fait que si tu as 24 000 fois par jour, ton diaphragme ne pousse pas correctement sur ton foie qui est engorgé, fait, tous tes organes vont souffrir dans le bas parce que ça vient masser tous tes organes, la respiration. Fait que ça, c'est l'aspect un peu viscéral de la chose. Puis, exemple, on a mal au dos au niveau, justement, dorsal, milieu dorsal, ben, ça pourrait encore là venir de notre foie, pas particulièrement le foie qui va créer ça, mais exemple, j'avais quelque chose au foie, ça va bombarder mon nerf au niveau de la racine qui est à ce niveau vertébral-là. Puis, mettons, je vais me pencher, faire quelque chose, puis mon dos va bloquer. Ben, même si je règle le dos, ça se peut que ça revienne plus facilement parce que mon foie prédispose un peu la condition. Fait que si on va aller régler le dos en travaillant les muscles, tout ça, mettre ça, que ça bouge bien. Mais si je ne travaille pas mon foie, ça se peut que le problème revienne. Fait que ça parce que souvent, en région, c'est peut-être moins le cas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ostéopathes. Mais à Montréal, il y en a plein. Mais souvent, là, de plus en plus, les gens vont aller en ostéopathie comme d'emblée, mais avant, les gens allaient comme en dernier recours. Parce que, mettons, sont allés là, ça n'a pas marché. Pas que ce que les autres personnes ont fait n'était pas correct. C'est juste que, justement, il y avait peut-être une composante, exemple, viscérale, comme je dis, qui n'avait pas été travaillée, qui fait que le problème revenait. Puis là, si la personne qui va voir est compétente, bien, ça se peut que, elle trouve ce problème-là, puis il règle ce problème-là. Puis l'autre aspect qui est différent, c'est au niveau crânio-sacré. Ça, il y a certaines écoles de masso qui vont enseigner ça aussi. Dans le fond, c'est que ton crâne, dans le fond, les os du crâne bougent jusqu'à 75 ans. Bon, il y a certaines littératures qui disent que ça ne bouge pas, tout ça. C'est sûr que c'est moins concret un peu parce que c'est vraiment... C'est les sutures du crâne, dans le fond, qui ont une certaine mobilité, tout ça. Puis les études scientifiques ne sont pas vraiment là non plus à l'appui, dans le fond, parce que l'ostéopathie, c'est un domaine qui n'est pas encore réglementé comme la physiothérapie ou la chiropratie. Fait que c'est plus dur de faire des études dans ce temps-là parce qu'il y a moins de budget d'études, dans le fond, parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas de cadre législatif autour de ça. Fait que, mais c'est ça. Les os du crâne, en gros, si on y va du concept ostéopathique et non d'autres concepts qui vont dire le contraire, ben, il va y avoir un certain mouvement. Puis, dans le fond, avec le cerveau aussi, qui, comme je disais, il est entouré de fascia, les membranes qui entourent le cerveau pour pas que ça bouge d'un bord puis de l'autre. C'est comme les organes, c'est attaché quelque part, ça. Là. Ben, pour certaines conditions, ben, là, justement, on peut aller travailler au niveau crânien. Puis ça va jusqu'au sacrum, dans le fond, parce que ton manchon zomérien, qui l'enveloppe tes nerfs, lui descend dans la colonne vertébrale, puis il va jusqu'au sacrum. Impacté à long terme, même à court terme, dans le fond, jusque dans la tête, parce que ça, même un accident d'auto, même affaire. Au niveau crânio-sacré, ben là, c'est là où on peut aller rechercher un certain aide avec ça. Juste pour répéter, Louis, peut-être les 20 dernières secondes, là, quand tu disais que ça passait vers la colonne, je pense que j'ai perdu pour être sûr que... OK. Ben, dans le fond, c'est ça, tu as ton cerveau qui est entouré de membranes, puis après ça, la dure-mère qui va envelopper au niveau des nerfs, dans le fond, qui vont descendre dans la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Fait que ça, c'est le crânio-sacré, si on veut, c'est attaché du sacrum jusqu'à la tête. Fait que ça, c'est un autre système en ostéopathie qui n'y a pas dans les autres pratiques.
C'est ça. Fait que dans le fond, si on va par rapport aux autres professions, c'est ça. Fait qu'au niveau général, les os, les muscles, tout ça, oui, c'est similaire. On va avoir des techniques différentes. Il y a des techniques fonctionnelles qu'il n'y a pas dans d'autres professions. Ça, c'est plus au niveau membraneux, dans le fond. C'est ça, au niveau membraneux, c'est pas articulaire, c'est pas musculaire, c'est plus. Il y a comme une certaine rigidité, mais c'est plus membraneux. Fait que c'est plus les tissus, mais pas les muscles, mais plus autour des articulations de la capsule, tout ça. Fait que c'est des techniques qu'ils appellent fonctionnelles. Fait que souvent, c'est qu'on va aller, mettons qu'elle va bien vers l'arrière, puis elle va pas bien vers l'avant. Ben, on va aller où ce qu'elle va bien, puis on va pousser dans le fond, exemple. On va attendre une certaine résilience des tissus, une reprogrammation, si on veut. Après ça, on va aller du côté qu'elle va pas bien. Puis là, vu qu'on a relâché le côté qu'elle va bien, il va nous en donner plus du côté qu'elle va pas bien. C'est des techniques très douces, mais souvent, c'est des choses que, justement, tu vas faire à la fin ou après une coupe de traitement. Tu dis, OK, il me semble qu'il reste quelque chose là, qui n'est pas musculaire, qui est particulière. Fait que ça, c'est d'autres techniques souvent qui sont un petit peu propres à l'ostéopathie. Ils appellent ça des techniques d'exagération fonctionnelle. Mais c'est pas tout, comme je disais, c'est pas toutes les écoles non plus qui enseignent les mêmes techniques, dans le fond. Fait que ça, au niveau structurel, c'est un peu pareil, mais après ça, on va intégrer le niveau viscéral puis le niveau crânio-sacré crânien. Puis aussi, c'est faire le lien entre tous ces systèmes-là, dans le fond. Avec l'historique du patient, les accidents qu'il y a eu, les opérations, etc., etc., même le mode de vie, dans le fond. Puis, c'est de trouver qu'est-ce qui maintient le problème ou qui le crée, puis d'aller travailler ça. Parce que, tu sais, oui, j'ai mal à l'épaule, ben, c'est sûr qu'on va avoir tendance à travailler l'épaule, hein, mais ça peut venir du dos, ça peut venir, de partout. Hein, de bien loin. Puis, c'est aussi le concept des fascias qui, justement, tu peux avoir une tension dans le cou, mais qui vient du mollet, exemple, parce que ton fascia du mollet monte jusqu'au niveau épicrânien en avant. Tu sais, il y a plusieurs sphères, puis, mais c'est comme dans tous les domaines. Les physiothérapeutes, il y en a qui vont faire des formations qui vont s'apparenter à ça au niveau crânien. Ils vont commencer à intégrer ça aussi parce que justement, ils se rendent compte que ça marche. Ils commencent à aller fouiller un peu dans ces eaux-là aussi. C'est vraiment intéressant. Puis si tu prendrais 3, je vais peut-être t'en poser une bonne, là, mais cet exemple-là, tu prends 3 trucs que tu as appris là, simples à retenir depuis que tu as commencé ton parcours en ostéo, que tu aurais aimé ça savoir quand tu entraînais plus du monde en coaching, en gym, ou ce que tu évaluais des gens qui avaient des blessures ou bien de l'entraînement pour la performance. 3 liens que tu fais actuellement que tu te dis peut-être, shit, j'aurais aimé ça savoir ce petit cue-là quand j'entraînais du monde one-on-one en entraînement privé, parce que là, tu en fais un petit peu moins. Tu es plus vraiment dans la thérapie. Là. Tu es capable de... Tu sais, comme... À un moment donné, j'avais demandé, j'avais posé cette question-là à André Benoît. Je ne sais pas si André Benoît il est encore dans son parcours d'ostéo. Non, lui, dans le fond, il a comme un contrat en Ontario, puis il a fallu qu'il mette ça sur pause. OK. J'avais demandé, j'avais posé une question dans un live Facebook, c'était peut-être 2-3 ans de ça, puis il me disait la chose que j'aurais voulu savoir, c'était quand on vient de finir de manger, tu sais, il y a un changement au niveau des organes internes, tout dépendant comment tu digères, fait que ça peut expliquer certaines tensions, certaines adhérences au niveau de la mobilité du bassin, par exemple, ou des trucs comme ça. Là. Fait que lui était là à voir, quand il entraînait peut-être plus de gens auparavant, il a dit j'aurais aimé ça savoir que quand la personne a mangé, tout dépendant qu'est-ce qu'elle a mangé, là, tu mangeais beaucoup, pas assez, ou peu importe, là, ça peut avoir un impact sur sa mobilité ou dans son entraînement. Fait que je ne sais pas si tu as des liens à faire. Sinon, c'est dur. C'est une touche. Plus ou moins, je dirais, avec l'entraînement. Mais c'est sûr que dans le fond, c'est sûr que c'est complètement un autre bagage. Fait que, vraiment, je ne pensais même pas à ces affaires-là, dans le fond. Parce que souvent, j'évalue du monde. Au niveau. Vas-y. Au niveau crânien, dans le fond, tu as l'os temporal où l'oreille est là, puis le conduit auditif qui est dedans, tout ça. Ça, c'est un os qui est souvent problématique au niveau crânien. Ça peut avoir un effet sur justement l'équilibre, etc. Ça, je pense que ça aurait été bon de savoir ça, même au niveau de la posture, dans le fond. Puis, tu sais, même à ça, comme moi, quand j'évalue du monde qui ont des tensions au niveau lombaire ou bien au niveau des épaules, puis je vais faire des exercices correctifs où j'essaie de faire un peu des petits tricks de mobilité, tout ça, ça passe pas. Probablement que l'ostéo peut régler
une grosse partie de leur problème. Quand on n'est pas capable de mettre le doigt sur. Quand je me Oh, rends compte l'articulation au crime, ça va bien, il progresse bien dans ses exercices, mais la douleur est toujours là, par exemple. Fait que, en tout cas, mais c'est sûr que c'est ça. C'est ce qui différencie aussi beaucoup l'ostéo, c'est qu'on peut aller vraiment. Ils vont prendre en considération tout ce qui s'est passé depuis la naissance. ouais, Par exemple, je sais pas, moi, t'es tombé en skidoo quand t'avais 3 ans. ouais, Ses fesses, ton père a pogné un jump, puis t'es ouais. tombé, t'es revolé du skidoo, puis t'es tombé ses fesses. Ça t'a eu un coup dans le sacrum, puis ça Mhm, peut avoir créé une densité dans ton sacrum au niveau de l'os lui-même, dans le fond. Il appelle ça des intraosseux. C'est comme si tu mhm, avais un bleu, mais dans l'os. mhm, Fait que, mhm. quand tu te cognes un muscle, tu vas avoir un bleu, mais si tu cognes un os assez fort, ça se peut qu'il ne casse pas, mais il va y avoir un changement au niveau de l'os lui-même parce qu'il y a eu un trauma, dans le fond. Mhm. Puis ça peut faire que cet os-là va moins bien s'exprimer. Parce que, dans le fond, tout est vivant dans le corps, tout est en relation, en symbiose, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de Ouais, la naissance jusqu'à la mort. Fait que, si ton os, exemple, il y a une densité dans une partie de l'os, ça se peut que ça affecte ton mouvement parce que ça se peut que le muscle aussi, il a créé une certaine adhérence pour aller protéger cet os-là qui a une certaine densité dans l'os. Non, 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 ouais. Ouais, ça va loin c'est des fois. vraiment ça aussi qui différencie, c'est qu'on va aller chercher, essayer de trouver souvent le plus l'historique possible, mais des fois, les gens ne se rappellent pas non plus. Des fois, je traite du monde, je fais comme, hey, t'es-tu tombé ou Ouais. t'es-tu tombé sur une fesse ou. Parce que non, non, non. Ben, je ne sais pas cette année, là, ça peut être il y a 2, 3 ans. Ah oui, c'est vrai, il y a 3 ans, je courais, puis je suis tombé sur la glace. Ah, c'est ça, regarde, ton Ouais. bassin il est décalé vers la gauche, Mhm, par en haut. mhm. Ils disent, ouais, c'est ça, ça a fait du go. Ouais, Fait que, mettons, des fois, tu évalues, tu fais comme, tu poses des ouais, questions, parce que des fois, tu poses avant, puis c'est à la ouais. fois, mais pendant que tu évalues, tu fais comme, t'es sûr, t'as pas de quoi, là, tu sais? Ouais, c'est ça. Ouais, Ils sont c'est ça. comme, non, Ouais. non. Puis des fois, mettons, ça, non, non. Puis là, il revient, mettons, une semaine après, ah, ma blonde m'a dit que j'avais tombé, là, tu sais. Ah ouais. Sa blonde, ça rappelait, mais pas lui, mettons. Ouais, c'est ça, exact. T'sais. Ah, mais ça, Fait que là, je je fais le vois comme, ça, c'est souvent, cool. ça. T'sais. Ouais. Ouais, C'est que, as-tu déjà eu des blessures? Non, tout va bien. Puis après ça, tu ouais avances c'est ça. dans le questionnaire. Ouais, ben, mon ligament croisé antérieur, quand j'étais plus J'ai jeune, fait changer. je jouais au hockey. Mais là, c'est correct aujourd'hui. Ça fait 10 ans de ça. Ouais, Ouais, mais il y a peut-être encore des traces ou des séquelles de ça, là. Forcément, ouais, même. exactement. Ben Probablement oui, qu'il y a c'est sûr. ça. Fait que. Puis, ouais, c'est ça. Puis, de plus en plus, là, moi, je m'en rends compte, là, plus j'avance, plus je mets un accent sur les blessures parce que tôt ou tard, je pense que tout le monde va avoir une petite, ben, de plus en plus, là, des petites blessures, ben, des douleurs. Là. Souvent, on va penser le cou, le haut du dos, parce qu'avec le télétravail, de plus en plus sur notre tablette, téléphone intelligent, tout ça. Fait que ça, c'est un pattern qui revient assez souvent. Les épaules aussi, épaules, coudes, souvent, on voit qu'il y a beaucoup de blessures par rapport à ça, le bas de dos, les genoux. Euh, Fait que, tu sais, faut mettre l'emphase là-dessus beaucoup par rapport à les exercices, puis la mobilité, puis travailler avec d'autres professionnels aussi de la santé plus pas Collaboration. ouais, en collaboration. Là. Mais quelqu'un qui. On serait intéressant de mettre ça clair, là, de distinguer un peu grandement quelqu'un qui a une douleur à l'épaule. Là. Puis là, il appelle un kinésiologue, il dit ouais, moi, je reçois encore des appels des fois. Ouais, là, j'ai mal à l'épaule, là, j'aimerais ça avoir un traitement, là, je ne sais pas quoi faire, je Ouais. ne peux pas bouger. Ben, le bas de dos, souvent, là, je suis bloqué dans le bas de dos. Tu sais, pour mettre ça clair aux gens, là, comment est-ce qu'ils pourraient, comment est-ce qu'ils devraient choisir leur professionnel? Là? Quelqu'un qui a une douleur lombaire, la distinction entre physiothérapie, sans entrer dans les détails, chiro, toi, qu'est-ce que tu fais comme approche qui est un melting pot de plein de techniques que tu as appris, autant ostéo que le fat tool qu'on parlait tantôt? C'est quoi si on se met dans la peau d'un client, Ouais. la marche à suivre ou bien le lien, le parcours qu'il devrait faire? Il y a toujours moi j'appelle ça l'aspect psychologique aussi, parce que dans le fond, si la personne elle est convaincue que c'est un chiro qui a besoin, ben, c'est mieux d'aller chez le chiro parce que Ouais. psychologiquement, elle est sûre que ça va lui faire du bien. Fait si elle est convaincue que c'est un physio ou un autre, whatever, Ouais. go for it, parce que dans le fond, on ne se le cachera pas, il y a l'effet placebo aussi. L'effet placebo, il est là dans tout. Il est là Mhm. dans le traitement, il est là dans les médicaments, il est partout. Mhm. Fait que, se faire traiter, oui, il y a un effet thérapeutique au niveau manuel, tout ça, mais il y a un effet aussi psychologique. Dans le fond. Si ton Ouais. cerveau dit, je suis en train de guérir, ça va Ouais. aller mieux que quelqu'un qui dit, ah, ça n'a rien fait, ça. Tu Ouais. comprends? Fait que, il y a cet aspect-là. Si la confiance de la personne est envers un certain type de professionnel,
de toute façon, c'est sûr qu'elle va aller là parce que, mais logiquement, c'est ça qu'elle devrait faire aussi. Au niveau des blessures, c'est dur à dire. Il y en a qui vont aller en assaut et ça va leur faire du bien, comme c'est un peu ce concept-là aussi. Je pense pas qu'il y ait un professionnel mieux qu'un autre pour certains types de blessures. Parce qu'il y en a qui vont aimer ça se faire brasser plus fort, fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui brasse plus fort. Il y en a qui vont aimer ça justement quelque chose de plus doux. L'ostéopathie, généralement, c'est plus doux. Ça dépend des thérapeutes. Moi, c'est sûr que j'ai une pratique, si on veut, mixte. J'utilise des techniques ostéopathiques qui sont douces, mais des fois, j'utilise des techniques, exemple de MMR, qui est une technique que Mark Scapp a inventée, qui, au niveau des muscles, c'est plus rough. Ça peut faire plus mal aux patients. C'est ça. Fait que, tu sais, mais exemple, c'est sûr, tout ce qui est souvent plus colonne vertébrale, cervicale, tout ça, tu sais, ça va être normalement le chiropratien c'est vraiment sa pratique est axée un peu plus sur le vertébral que les autres professionnels. Puis si, exemple, tu as vraiment un blocage, tu sens que tu es bloqué, coincé, ben c'est les chiropraticiens qui sont plus habilités à faire des manipulations vertébrales pour débloquer, décoincer. Encore là, moi, j'ai des gens bloqués, coincés qui viennent. Je vais juste travailler le musculaire. Ils vont repartir d'ici 80% mieux des fois, puis le reste de la job va se faire les jours qui suivent. Fait que, ça dépend. C'est vraiment... Puis, mais moi, personnellement, ce qui différencie de tous les autres thérapeutes, même que ce soit les autres ostéopathes, moi, je ne suis pas encore ostéopathe, mais dans mon approche ostéopathique du moment, c'est que souvent, je vais travailler vraiment les muscles en mouvement. Souvent, la massothérapie, on va être couché, puis on va se faire compresser les muscles avec un glissement et une pression. Après ça, physio, ça va être souvent des pressions, des mobilisations articulaires sans que ça craque, mais vraiment, tu viens jouer dans l'articulation comme ça. Après, on a aussi des techniques, ils vont avoir d'autres techniques, là, des machines, des ultrasons, des trucs comme ça. Puis ils vont utiliser aussi certains outils, un peu comme les sous-professionnels. Les chiropraticiens, eux autres, ils vont travailler souvent le musculaire, puis après ça, manipulation. Ostéopathie, souvent, c'est des techniques qui sont un peu plus douces. C'est ça, mais moi, c'est ça, versus tout du beau monde-là. C'est les formations que j'ai faites au privé, dans le fond, qui un peu différencient ma pratique. Oui, le fatou, après ça, le MMR que je vais utiliser vraiment beaucoup. C'est un relâchement musculaire, mais dynamique en mouvement. Fait que je vais utiliser le patient pour faire des bras de levier pour aller chercher le muscle encore plus en profondeur. Parce que si, mettons, je prends le pectoral, exemple. Si je masse mon pectoral, oui, je vais décongestionner à un certain niveau, mais si je viens prendre puis là, je tire le bras en même temps que je fais mes trucs, ben, je viens tirer au niveau dynamique, dans le fond, le patient, puis en même temps, je vais travailler au niveau musculaire avec ma main. C'est comme un double effet, si on veut. Puis il y a aussi je pense qu'au niveau neurologique, ça a un plus grand impact dans le sens que, justement, je vais aller des fois dans des limites qu'eux autres n'iraient pas eux autres mêmes. Puis je vais étirer le muscle puis le travailler en même temps que je le bouge. Fait que le cerveau, lui, va enregistrer cette nouvelle information. Fait que souvent, si on parle d'un épaule, puis j'ai travaillé comme ça, ben il va je n'ai pas fait d'études pour trouver ça, mais il va sûrement lever plus haut que si j'avais juste travaillé au niveau local, dans le fond, puis juste poncer le muscle versus bouger le muscle en même temps que je le travaille. C'est un peu ça mon... Puis ce qui différencie un peu ta pratique, selon moi, c'est que tu as un parcours de coach aussi. Puis souvent, c'est comme, exemple, quelqu'un qui a une douleur lombaire puis qu'il veut revenir au gym, c'est sûr qu'il y a tout le temps des stades. Là. Ça dépend à quel point que la personne est affectée par sa blessure. Là. Mais toi, tu n'hésites pas à dire, aussitôt que tu sors de ton traitement, c'est comme, va faire du gym. Puis quand on dit va faire du gym, c'est que oui, les exercices de mobilité, tout ça, c'est important, puis ça fait partie d'une bonne phase de réhabilitation, mais tu n'hésites pas à dire, regarde, va faire du deadlift à partir des pins, du rack deadlift, mettons, si tu vois que tu es capable, là, avec la bonne évaluation, ça va t'aider. Du squat, des split squats, ça va t'aider aussi. Ton genou peut avancer la pointe de tes pieds. Tous des petits mythes qu'on entend encore. Encore là, ça dépend tout le temps. J'ai un bon exemple pour ça. J'avais un patient, dans le fond, qui s'était comme un peu déchiré un ligament dans le genou collatéral. Puis il venait me voir moi, puis il allait voir un physio en même temps. Puis là, dans le fond, fait que là, il va voir le physio, tout ça, mais il vient pas après. Fait que là, je traite tout. Fait que là, je dis, tu peux, mettons, tu sais, là, vas-y mollo, tout. Puis après ça, je dis, tu pourrais essayer le vélo, tu sais. Regarder dans l'axe, mais il faut que ça bouge, j'en ai du sang, tout ça. Le physio m'a dit, rien faire. Fait que là, je bagaille, je dis, essaye-les. J'ai dit, mettons, si tu as plus mal, arrête.
si tu n'as pas plus mal, puis que si la douleur n'est pas augmentée pendant et après, on peut le faire. Fait que là, OK. Fait que là, il allait. Là, finalement, il partait en fou. Il faisait d'autres choses que je n'avais pas dit de faire. Fait que là, il revenait. Fait que là, il allait voir le physio. Il dit, puis, j'ai fait, mettons, du snow. Ben là, il fallait pas, je t'avais dit de rien faire. Fait que là, il venait voir. Puis, j'ai fait du snow, finalement. Ouais, là. Mais on avait 2 approches différentes. Moi, j'étais comme, bouge dans les limites de ta douleur pour que ça va aider à récupérer tout ça. Puis, il faisait comme, non, bouge pas. Finalement, quand il respectait ce que je disais, ben, ça l'aidait versus, c'est sûr que s'il partait en fou et faisait d'autres choses, ben, c'était moins bon. Là. C'est ça. C'était quand même drôle. Puis lui aussi, il était comme content parce que lui, il voulait bouger. Fait que j'étais comme, essaye-les. Merci, le physio ne voulait pas. C'est ça. En même temps, il ne voulait pas comme challenger ce que le physio disait, mais en même temps, moi, je disais, fait que les c'est correct. Il venait comme se valider. Là, c'est ça. C'était drôle. C'est ça. Mais c'est ça, comme les épaules, de... les bas de dos, souvent, c'est ça, justement. Soit que tu t'entraînes, tu vas te blesser, ou si tu t'entraînes pas, tu vas te blesser aussi. Parce que oui, tu as les blessures de. Pas d'usure, mais un mauvais mouvement ou justement, tu as fait un faux move, etc. Mais tu as les blessures que si tu fais rien, ton corps, je veux dire, le corps il est fait pour avoir une certaine posture, des certains muscles, tout ça. Puis on le voit de plus en plus, justement, comme tu disais, avec le télétravail, la pandémie, le monde, on a bougé moins, puis c'est normal. Mais ça apparaît aussi, le monde a plus de douleur justement dans le cou, dans le haut du dos. Ils sont installés sur la table de cuisine, ils sont tout croches. C'est ça. C'est ça. Fait que tu as des blessures parce que tu fais quelque chose, mais tu as des blessures parce que tu fais rien. Fait que, moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Puis, moi, oui, je suis pour justement l'ostéopathie, la chiropratie, tout ça, parce que je suis là-dedans, puis j'aime ça, puis c'est une passion. Mais mon background de kinésiologue et d'entraîneur fait que je sais qu'il faut que, si tu veux être optimal, tu bouges aussi. Oui, si tu fais rien que te faire traiter et tu fais rien, ça va peut-être te soulager, mais au bout de la ligne, tu ne régleras pas 100% ton problème. Fait que, dans une pratique idéale, je pense que le patient devrait, c'est comme dans n'importe quoi, si tu te fais, je sais pas moi, tu peux aller voir un nutritionniste, un naturopathe, pour différentes approches, tu vas être mieux que si tu fais juste voir un, mais c'est la même chose. Si tu te fais traiter, puis après ça, tu vas te faire entraîner, ben, crime, ça va être bien meilleur que quelqu'un qui se fait juste traiter, exemple. Oui, c'est ça. C'est un peu là, je voulais t'enlever avec tous les professionnels qui travaillent en collaboration, puis vraiment créer une roue alentour du client. Là, c'est même des fois d'intégrer le client dans la roue plus. Là. Mais il y a encore des mythes aussi comme j'ai une douleur au genou, ben là, fais pas de squat. Mais si tu arrives puis tu évalues la personne, puis elle fait un squat dans une amplitude complète, puis tu as juste la position de ses pieds, l'angle au niveau de ses talons, puis ça va bien, puis elle voit une amélioration, ben why not? Il y a comme encore je pense qu'il y a 2 façons de le voir. Là. De plus en plus, ça s'intègre en un. Tu as comme les exercices de mobilité, puis un peu plus là, spécifique, qui est vraiment, vraiment bon, mais souvent, il ne faut pas négliger aussi comme les mouvements traditionnels de base globale. Un back extension, un Romanian deadlift, deadlift à partir des racks, des trucs comme ça. C'est pas parce que tu es blessé que tu dois absolument t'éloigner de ça. Là. Si tu vois que tu es capable et tu es dans la limite de ne pas avoir de douleur et de bien sentir c'est ça, c'est vraiment d'adapter au client puis il prouver aussi qu'il est capable de le faire parce que souvent, c'est ça, comme tu dis, le monde, il y a une certaine aussi kinésiophobie qu'on appelle, c'est le client après une blessure, il va avoir peur de bouger, là, il va moins bouger, fait que là, ça va inflammer plus. C'est un cercle vicieux, fait que finalement, au bout de la ligne, il va juste s'ankyloser puis être vraiment blessé. C'est pour ça qu'il faut. J'ai un autre chum là, qui était dans ce gang-là aussi, Scap, tout ça, il s'appelle Brad. Lui, c'est aussi ancien athlète de bobsleigh. Puis dans le fond, il est rendu éducateur pour Rock Tape. Puis c'est ça, lui, il dit il faut à tout prix là, bouger le plus rapidement après une opération. Quoi, lui, il a 2 ans. Il est rentré son épicerie, puis il a glissé, puis il s'est déchiré le quad, rupturé le quad, après ça, éclaté à la cheville. C'est une grosse opération, puis il s'est mis tout de suite à se taper, à bouger le plus possible. Il pouvait pas en bouger parce qu'il était vraiment magané, mais il bougeait sa jambe un petit peu. Ça a fait qu'il a récupéré plus vite que s'il était juste resté alité à attendre que ça guérisse tout ça. Oui, c'est ça. J'ai un exemple de même un peu qui me vient en tête avec un client qui me contait que sa mère, je pense, s'est fait opérer à la hanche. Puis c'était une personne assez âgée. Là. Puis lui, il allait vraiment prendre soin de sa mère. Puis c'est sûr que si les infirmières qui étaient là sont tellement occupées, puis les préposés, tout ça, c'est tellement. Ils ont tellement des tâches qu'ils n'ont pas le temps de prendre
la dame puis la faire marcher un petit peu à tous les jours. Fait que c'est pour ça qu'après ça, le taux de post-opération à la hanche pour une personne âgée, c'est plus dur après d'être mobile puis de retourner à tes activités quotidiennes que tu faisais avant ton opération. Mais lui, à tous les jours, il allait faire marcher sa mère un petit peu, mais tout de suite après l'opération. C'était comme, quelques jours, j'imagine, après, là, le temps de récupérer de ça. Puis il faisait marcher, aujourd'hui, ça va être 2-3 pas. Demain, ça va être 5-6 pas. Après ça, m'amener demi-corridor, corridor complet, aller-retour. Fait que tranquillement, sa mère, tout de suite après, a commencé à bouger graduellement. Puis là, elle est de retour au foyer, puis elle va quand même super bien. Fait qu'on a une grosse part de responsabilité aussi. Là, après une blessure, c'est sûr qu'il y a comme des ancrages, des blocages qui se font, mais c'est important d'essayer de passer par-dessus ça, puis de juste travailler degré par degré d'amplitude, là, vraiment y aller graduellement, puis ça va revenir. Tu sais. C'est comme tu disais, dans le fond, que le monde appelle en kin pour se faire traiter. Tout ça, c'est ça, le monde, comme on parlait tantôt, ils ne savent pas vraiment c'est quoi la différence entre les professionnels. C'est ça. Fait que souvent, ce qui est bon, c'est justement d'appeler et de parler aux professionnels, exemple. Puis aussi voir si. Parce que je pense que oui, le professionnel. Puis tu sais, même si c'est un titre de chiro ou un titre de physio ou d'ostéo, whatever, chaque personne travaille différemment dans la même profession. C'est ça. Parce qu'il y en a qui vont aller chercher différentes formations. Il y en a qui vont avoir une approche plus psychosociale, en fond, si on veut, plus parler, tout ça, avec les personnes âgées, exemple. Fait que, tu sais, voir si c'est un bon fit avec le thérapeute. Parce que, comme je disais tantôt, tu as l'effet thérapeutique, mais tu as l'effet aussi social, si on veut. Là. Fait que, si ton thérapeute, tu te trouves bizarre, puis... c'est ça. Je sais pas, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, appeler, le monde peut appeler et demander de parler au thérapeute. Ah oui, c'est ça, exact. Moi, c'est souvent ça que je fais, d'avoir un premier contact téléphonique avec la personne, puis la relation de confiance avec le coach, thérapeute, professionnel de la santé, c'est l'affaire la plus importante. C'est sûr que ses compétences, ses connaissances, puis pour faire n'importe quoi, là, mais au-delà de tout ça, c'est comme le lien, la confiance qu'on crée aussi avec la relation coach, thérapeute, client, patient. Fait que... Hey, pour finir, Louis, je veux t'entendre sur... Là, on avait parlé tantôt avant le podcast, là, mais quelqu'un qui a une blessure, puis là, il s'est fait traiter, puis ou bien ça vient d'arriver. La différence entre le chaud et le froid, comment est-ce qu'on fait? Tu m'as dit, il y a du monde après 3-4 semaines, je mets encore de la glace, puis ça passe pas. Fait que je veux t'entendre sur thérapie chaud-froid, comment tu utilises ça avec tes clients. Oui, c'est ça. Encore là, moi, je pense que je suis un peu différent des autres, là, mais la nouvelle littérature a changé aussi là-dessus. Là. Le monde avant, c'était vraiment RICE. Rest, ice, compress, elevate. Fait que, dans le fond, repos, compression, élévation, glace. Puis là, à cette heure, on s'est rendu compte, c'est pas si bon que ça, finalement. Fait que là, il dit c'est peace and love. Je ne me rappelle plus exactement tout l'acronyme, mais c'est genre il y a surcharge progressive, mouvement. Glace, c'est comme les premiers 3 heures pour aller diminuer l'inflammation. Fait que moi, c'est ça. Fait que, mettons, tu te blesses, tu te fous d'une cheville, exemple. Fait que là, oui, ça va enfler. Fait que là, tout de suite, glace. Fait que, justement, les premiers 3 heures, tu peux faire alternance de glace. Mais après ça, la glace, elle n'est plus vraiment bonne. En fait, elle va nuire au processus de guérison. Parce que si tu mets de la glace, tu viens créer une vasoconstriction. Fait que tes muscles vont se comprimer, puis les vaisseaux sanguins, etc. Fait que tu as moins de circulation sanguine, puis moins d'apport nutritionnel à ta blessure. Puis oui, l'inflammation est importante pour une blessure parce que tu as 2 types d'inflammation. On va basic, tu as une bonne inflammation et une mauvaise inflammation. Fait que la bonne inflammation, c'est comme je me suis blessé, je crée une inflammation pour envoyer des soldats pour guérir la blessure. Puis la mauvaise inflammation, c'est parce que tu es blessé et ça inflamme. Fait que, exemple, si je mets de la glace, je prends des Advil, des Tylenol, ça, c'est toutes des choses qui vont bloquer les 2 inflammations. Fait que tu bloques la bonne et la mauvaise. Fait que oui, tu soulages la douleur, mais tu nuis à ton processus de guérison. Bon, si tu as vraiment mal, OK, good, mets de la glace, mais éventuellement, essaye de lâcher la glace le plus tôt possible. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un effet de pompage, dans le fond. Fait que je vais dire, mets glace, chaleur, puis finir avec la chaleur. Puis encore là, ça dépend. Si je suis coincé, tu vas finir avec la chaleur, mais si tu as une instabilité, tu serais mieux de finir avec la glace. Parce que là, si tu es instable, tu veux amener une certaine stabilité par la compression des tissus, par la glace. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Là. Généralement, c'est plus que tu es coincé, puis les muscles sont jammés. Fait que là, tu finis avec de la chaleur. Fait que tu peux faire ça quelques cycles. Si tu laisses ça pas trop longtemps. Des fois, j'avais une patiente à un moment donné, elle avait mis de la glace tellement qu'elle s'était brûlé la peau, là, carrément. Je dis, c'est quoi, tu là? Elle dit, ça, je pense que j'ai trop mis de glace. C'était vraiment comme
C'était pas beau. Là. Ça, c'est pas nécessairement des longues périodes, tout dépendant de la région, j'imagine. Comme une cheville, Non, c'est pas. C'est pas. Ben, tu mets un 2 minutes de glace, après ça, 2 minutes de chaud, 2 minutes de glace, exemple. Là, 2 minutes. Là. Juste Ça, c'est dans le temps que. Après les 3 premières heures? Ouais. Ouais. OK. Ou tu sais, même des fois, quelqu'un me dit, je suis jamais du tout bien dur. Des fois, il m'appelle, il dit, hey, Louis, il faut que tu me vois. Je dis, ah, je peux pas, j'ai pas de place aujourd'hui. Je dis, mais glace chaud, glace chaud. Fait que là, il fait ça. Il me retexte, il dit, hey, sérieux, man, je pense que j'ai amélioré de 60%. Puis après ça, je l'ai revu le lendemain. Puis on a fini la job. Parce que c'est ça. Fait que tu n'as pas besoin d'être longtemps parce que tu mets de la glace, ton tissu va réagir à la glace, il va se comprimer. Après ça, tu mets de la chaleur. Fait que là, il va étirer. Fait que là, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu compresses, relâches, compresses, relâches. Fait qu'il y a un effet d'apport sanguin, puis là, le de fluide, lymphatique, etc. Ouais, qui vont venir ramener des bons nutriments, du sang neuf. Parce que quand tu te blesses, il y a certains déchets qu'il faut que ce soit éliminé par le système lymphatique, par le système sanguin. Fait que, c'est ça, en faisant un effet de pompage comme ça, ben, ça vient aider au niveau récupération puis amélioration. Il y a comme les bands aussi, les flosses, là. Un genre d'élastique qu'on twist. Ben, ça, c'est un peu le même principe. Tu viens compresser. Fait que tu viens faire un hypoxie, dans le fond. Puis là, tu bouges. Fait que tu vides le sang de là, puis ça la compresse. Puis après, ça t'enlève ça vite, ça se remplit. Fait que ça après une foulure, c'est vraiment bon parce que ça fait mal, tu fais ça. Après ça, fait que là, tu viens vraiment vidanger les déchets qui ont été créés métaboliques par la blessure. C'est un peu ça. Fait que, la glace, c'est ça, c'est encore beaucoup utilisé, mais les études démontrent vraiment que c'est plus bon. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Puis souvent, c'est ça, c'est comme dans la science, n'importe quoi. On a des vieilles habitudes, c'est long à changer, même si les nouvelles études prouvent que si, que ça. Puis encore là, des fois, tu peux faire des affaires qui n'existent pas dans les études, puis ça marche. Ça, moi, je suis un peu de même. Oui, c'est ça. Puis quelqu'un pourrait mettre tout simplement du chaud. Quand ça fait plus longtemps, c'est encore valable. Exemple, juste un sac magique de blessure à l'épaule, tu mets moi, encore là, j'aime ça, faire l'alternance. C'est le même principe que tout ce qu'on disait tantôt. Si le patient aime ça, met du chaud. Oui, c'est ça. Lui, s'il est convaincu que le chaud, c'est bon pour lui. Ça va être bon pour lui parce que son cerveau il dit hey, ça, c'est vraiment bon pour moi. C'est l'effet placebo puis auto-régulation de ton mindset, dans le fond. Il y a du monde qui réapprennent à marcher, selon toute attente. 4 neurologistes lui ont dit tu ne marcheras jamais de ta vie, mais ils ont tellement un mindset et une volonté incroyable qu'ils sont capables comme de faire des changements dans leur corps que ça n'aurait pas été possible normalement. À la Joe c'est ça l'aspect psychologique. Oui, c'est ça. Dispenza. Oui, c'est ça. C'est quand même très, très, très important dans un processus de post-opératoire, blessure, de revenir. C'est ça, il y a du monde qui vont se faire traiter par tous les thérapeutes, puis ils guériront jamais. C'est ça. Oui, c'est parce que ils peuvent juste pas guérir parce que c'est vraiment une condition que je sais pas. Mais souvent, des fois, c'est justement eux autres qui bloquent leur propre guérison. Exact. Parce que tout part de la tête. Là. C'est ça. C'est pour ça, des fois, tu vois des gens qui tabarouette, pourtant, il n'est pas supposé de revenir si vite sur pied, mais c'est ça. C'est du monde qui ont des mindsets de feu, puis les autres sont dédiés à dire moi, je vais retrouver mon état initial le plus vite possible, puis il n'y a rien qui va les arrêter. Fait que souvent, ces gens-là s'en sortent généralement bien. Fait que... Cool. Écoute, Louis, où est-ce qu'on peut te trouver? Puis comment est-ce que les gens peuvent te communiquer pour faire affaire avec toi pour un service? Là? Ma page Facebook, c'est Louis Thérapie. En haut à droite, il y a un petit piton réservé, je pense. Ça amène sur mon site Go Rendez-vous. Pour réservation en ligne, bien simple. 30 noms, courriel. On voit les plages horaires que je suis disponible, on sélectionne. C'est ça. Moi, j'étais à la clinique Correction à Chicoutimi, près de l'université. Clinique de chiropratie. Il y a 6 chiropraticiens. On est 6 massothérapeutes, kinésiologues, kinésithérapeutes. Fait qu'on travaille en collaboration à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Puis, on peut appeler aussi directement à la clinique qui est 543-4942 ou sinon page Facebook, Instagram, Louis Thérapie les deux. Puis mon Go Rendez-vous qui est, je pense, la façon la plus simple pour prendre rendez-vous avec moi. Parfait. Fait que, comme d'habitude, je vais mettre les descriptions dans les liens pour te rejoindre dans la description du podcast. Yes. Merci d'avoir été là, Louis. Plaisir. Fait qu'on reprend ça, c'est certain. Ouais, on fait mal live. Yes. Bye. Alex, à la prochaine. Yes. Ciao. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié.
On se rejoint dans un prochain épisode.